Avec Corneille et Molière, Racine est l'un des grands dramaturges français du classicisme, c'est-à-dire du XVIIe. Le classicisme est un mouvement qui se caractérise au théâtre par la séparation des genres, le respect de règles strictes, notamment les trois unités, temps, lieu et action, la vraisemblance et les bienséances. Né en 1639, Racine meurt en 1699. Il est notamment l'auteur de 11 tragédies, dont Bérénice, Phèdre, Andromaque et, bien sûr, Britannicus. C'est la deuxième grande tragédie de Racine, une pièce en 5 actes et en vers, qui est représentée pour la première fois en 1669 à l'Hôtel de Bourgogne. Si le thème de prédilection de Racine est la passion amoureuse et ses ravages, avec Britannicus, Racine écrit aussi une pièce politique. Mais dans cette tragédie, il choisit de ne peindre en Néron que le monstre naissant, qui, voyant dans son demi-frère Britannicus un rival politique, puisque Britannicus est l'héritier légitime du trône, mais aussi rival amoureux, il décide de l'assassiner sous les yeux de tous lors d'un banquet censé fêter la réconciliation des deux frères. C'est le récit de cet assassinat que Burrus vient faire à Agrippine, la mère de Néron et de Britannicus, à la scène 5 de l'acte 5. Et Racine respecte ainsi la règle de la bienséance par l'emploi de l'hypotypose, qui donne une grande force au passage. C'est donc un moment clé du dénouement, et notre fil directeur s'attachera justement à montrer comment la force du récit permet de mettre à jour la monstruosité naissante du jeune Néron. Premier mouvement, un simulacre de réconciliation, de ce dessein s'est conduit jusqu'à, par les mêmes serments, Britannicus se lie. Deuxième mouvement, assassinat de Britannicus, de la coupe dans ses mains par Narcisse est remplie, jusqu'à et sa perfide joie éclate malgré lui. Troisième mouvement, l'effroi de Burrus, de pour moi du l'empereur punir ma hardiesse, jusqu'à la fin. Ce dessein s'est conduit avec plus de mystère. À peine l'empereur a vu venir son frère, il se lève, il l'embrasse, on se tait, et soudain, César prend le premier une coupe à la main. Pour achever ce jour sous de meilleurs auspices, ma main de cette coupe épanche les prémices, dit-il. Dieu que j'appelle à cette effusion, venez favoriser notre réunion. Par les mêmes serments, Britannicus se lie. La coupe dans ses mains, par Narcisse, est remplie, mais ses lèvres à peine en ont touché les bords. Le fer ne produit point de si puissants efforts. Madame, la lumière à ses yeux est ravie. Il tombe sur son lit sans chaleur et sans vie. Jugez combien ce coup frappe tous les esprits. La moitié s'épouvante et sort avec des cris. Mais ceux qui de la cour ont un plus long usage, sur les yeux de César composent leur visage. Cependant, sur son lit il demeure penché, d'aucun étonnement il ne paraît touché. Ce mal, dont vous craignez, dit-il, la violence, a souvent, sans péril, attaqué son enfance. Narcisse veut en vain affecter quelque ennui, et sa perfide joie éclate malgré lui. Pour moi, dut l'empereur punir ma hardiesse, d'une odieuse cour j'ai traversé la presse, et j'allais, accablé de cet assassinat, pleurer Britannicus, César et tout l'État. La tirade de Burrus s'ouvre sur le terme dessein. Or, un dessein, c'est un terme qui suggère une intention, une préméditation. On a un but à atteindre. Et le vers se clôt sur le mot mystère, qui signifie mensonge, dissimulation. Entre les deux, on a une action qui est accomplie, puisqu'on a le verbe conduire au passé composé. Ce premier vers va donc permettre au spectateur de comprendre que Néron est passé à l'acte, et qu'il est non seulement un assassin, mais aussi un menteur, un manipulateur, puisqu'il vient d'assassiner son frère, après avoir annoncé, dans quelques scènes précédentes, un banquet de réconciliation. À peine l'empereur a vu venir son frère, il se lève, etc. Ces deux vers insistent sur la rapidité de l'action. Il s'ouvre sur la locution temporelle à peine. Et on a ici deux verbes d'action. Il se lève, il l'embrasse, qui se succèdent. Et une ascendette, parce que, en fait, entre ces verbes, on a une virgule, mais on n'a pas de coordonnant du type et. Il se lève et l'embrasse, par exemple. Et cette absence de coordonnant accélère encore le rythme du vers et de l'action. Par ailleurs, les verbes sont employés au présent, et donc renforcent le sentiment d'assister à la scène, et c'est le principe de l'hypotypose. Le pronom indéfini « on » ici concerne évidemment la cour, mais
il est associé au verbe, enfin c'est le sujet du verbe se taire, et se taire en fait suggère l'étonnement teinté de crainte de cette assemblée. Le vers se termine par un contre-rejet de l'adverbe de temps soudain, qui lui aussi renforce encore la rapidité de l'action. César prend le premier une coupe à la main. César, c'est le nom qu'on donnait aux empereurs, et le fait d'employer ce terme plutôt que Néron renforce le sentiment de pouvoir, la toute-puissance. Prend le premier une coupe à la main. On peut juste, pour le premier, rappeler que Néron est l'instigateur de la fausse réconciliation, et donc il est l'instigateur du crime. Ensuite, on a le mot coupe qui reviendra, on verra après, et Racine choisit le discours direct pour renforcer l'effet de réel, l'impression d'assister à la scène, et c'est le principe même de l'hypotypose. Le discours de Néron est plein d'ambiguïté. D'abord, pour achever ce jour, achever est un verbe qui veut dire aussi achever les chevaux, enfin mettre un terme. Or ici, achever ce jour, c'est mettre un terme à la vie de Britannicus, et c'est une forme d'ironie tragique. D'autant que on a aussi l'expression meilleurs auspices. Là où Britannicus voit une réconciliation, pour Néron, les auspices sont bons, oui, bien sûr, puisque c'est la disparition de son rival amoureux et politique qu'il a lui-même organisé. Donc là aussi, beaucoup de cynisme dans ce terme. Ma main de cette coupe épanche les prémices, autre mot ambigu, les prémices, parce que les prémices font référence à un rituel religieux qui consiste à faire des sacrifices pour obtenir la faveur des dieux. Donc ici, Néron détourne à son profit ce rituel et d'une certaine façon va défier cyniquement les dieux. Et puis on retrouve ici le mot coupe pour la deuxième fois et on le retrouvera après. Dieu que j'appelle à cette effusion. Nouveau terme plein d'ambiguïté, parce que l'effusion, ça peut être à la fois la manifestation des sentiments. Le sens du terme est aussi l'action de faire couler le sang. Donc, on peut vraiment dire qu'il y a beaucoup de cynisme dans ces propos, et une certaine jouissance dans le mal. Et l'appel aux dieux venait favoriser notre réunion, c'est-à-dire que Britannicus se permet même de rire des dieux. Par les mêmes serments Britannicus se lit, l'innocence, voire la naïveté de Britannicus, est marquée par la brièveté et la simplicité du vers. Les mêmes ici, on a deux plans, mais on sait très bien, nous spectateurs, que ce ne sont pas les mêmes serments. La coupe dans ses mains par Narcisse est remplie. La coupe ici revient pour la troisième fois, et elle est ici l'objet du crime. Parce que on voit ici la forme passive du verbe remplir, et on a l'impression que quelque chose vient de s'accomplir là sous nos yeux, que quelque chose est irréversible, et on sait que c'est le crime. Et il ne tarde pas d'ailleurs, c'est très rapide. Au vers suivant, l'adversatif mais marque la différence en fait entre ce qu'il devrait se passer et ce qu'il se passe. Et on a les mots lèvres, à peine et bord, qui montrent justement, là aussi, l'efficacité fulgurante du poison. Un effleurement a suffi. Quant aux 3 points de suspension, ils sont là pour laisser aux spectateurs, ou aux lecteurs plutôt, le choix d'imaginer ce qui s'ensuit. Le vers suivant débute par une synecdoque, le fer, c'est-à-dire le glaive ou le poignard, ne produit point de si puissants efforts. On a l'adverbe d'intensité ci, qui montre à nouveau cette puissance du poison, qui est plus efficace qu'un coup de glaive, et l'effet, madame, la lumière à ses yeux est ravie. Ici, la forme passive du verbe est ravie, le verbe ravir, mais attention, ça ne signifie absolument pas être content, c'est ravir au sens de ravisseur. C'est la lumière à ses yeux est ôtée. La lumière à ses yeux est ravie est en réalité un euphémisme qui annonce la mort de Britannicus. Ça va encore très vite là, il tombe, brièveté de l'action donc, et ensuite on a une double négation, sans chaleur et sans vie. C'est une litote, permet de dire plus en disant moins, notamment par la double négation. On voit bien, il n'y a plus de lumière, plus de chaleur, plus de vie. Donc effectivement, Britannicus est mort, mais là encore, on a une forme d'euphémisme et on ne dit pas, enfin Burrus ne dit pas clairement, Britannicus est mort. Quant au lit, je rappelle que c'est simplement parce que les Romains mangeaient couchés. Jugez combien ce coup frappe tous les esprits. Interpellation directe, d'Agrippine bien sûr, mais aussi du spectateur. Ce coup, c'est un mot qui fait écho, d'un point de vue de la sonorité, avec le mot coupe,
qui a été répété 3 fois précédemment, ici, et puis là et là. Donc le mot coupe ici est répété. Enfin, le mot coup est un mot à la même sonorité que coupe et qui relie bien l'objet, la coupe, qui est l'objet du crime, à l'effet, l'assassinat de Britannicus. Alors, frappe tous les esprits, oui, mais pas de la même façon. Donc on a la moitié s'épouvante et sort avec des cris, et on a ici le champ lexical de la peur, voire même de l'effroi. Mais ici, l'adversatif « mais » va introduire qu'il y a une attitude opposée dans cette foule. Et cette attitude opposée à l'épouvante, elle est marquée par l'emploi du verbe composer ici. Parce que composer, c'est avoir une attitude hypocrite. Les courtisans qui ont l'habitude, comme des caméléons, adaptent leur comportement à celui de l'empereur. Et c'est tellement flagrant, enfin, ils connaissent tellement bien leur empereur que sur les yeux suffit. C'est-à-dire qu'un seul regard permet de comprendre la situation à celui qui a l'habitude. Et ce sur les yeux placé en début de vers met en valeur et montre l'emprise du pouvoir sur la cour. D'ailleurs, on peut penser ici que Racine s'autorise une critique de l'hypocrisie des courtisans au XVIIe, prêts à tout accepter, puisque si le roi les délaissait, il n'avait plus rien. Cependant, sur son lit, il demeure couché. L'adverbe ici, cependant, marque une opposition, et elle marque une opposition entre la situation, la mort de Britannicus, et l'attitude de Néron qui reste totalement impassible, avec notamment la double négation. Alors le verbe demeurer d'abord, qui est un verbe d'état, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, et puis la double négation ici, d'aucun étonnement, il ne paraît touché. Qui renforce donc cette opposition, ces termes renforcent cette opposition entre le crime qui vient d'avoir lieu et la non-réaction de Néron, qui semble trouver tout normal. Sauf que on a le verbe paraître, et que on peut se dire ici que ce paraître montre la duplicité de Néron. Ce qu'il montre et ce qu'il pense ne correspondent pas. En fait, ce qu'il sait parfaitement dissimuler, c'est sa joie. Sa joie d'avoir réussi à éliminer son rival. De surcroît, en prenant pour des imbéciles tous les gens qui sont là. On a le retour au discours direct, et il va d'ailleurs trouver une explication. La mort de Britannicus va être en quelque sorte niée par le mensonge de Néron, ce mal, etc. Néron continue à jouer la comédie et invoque un alibi, enfin une explication de pure forme. La maladie de Britannicus serait l'épilepsie, en tout cas c'est ce que disaient les historiens de l'Antiquité, donc ne vous inquiétez pas, il lui arrive ce qui lui est toujours arrivé. Et d'ailleurs, l'adverbe souvent ici montre que c'est quelque chose d'assez fréquent, banal puisque fréquent. Et puis on a ici la mise en apposition de sans péril, qui est d'un cynisme absolu, puisque sans péril veut dire sans danger. Or, on sait très bien que Néron vient d'assassiner son frère. On a donc affaire là à un monstre absolu, qui est capable, froidement, de mentir, de nier et de manipuler les gens qui sont devant lui. Narcisse veut en vain affecter quelque ennui, et sa perfide de joie éclate malgré lui. Donc, Narcisse est le complice dans cette affaire, et le complice de Néron. C'est celui qui va pouvoir jouir du crime avec l'empereur, mais contrairement à l'empereur, il y arrive moins bien, puisque on a un verbe de volonté, mais en vain. Donc un échec de sa volonté à rester impassible. Et puis l'hypocrisie de Narcisse est également exprimée par le verbe affecter, ici, qui signifie simuler. Faire semblant. Donc il aimerait bien avoir l'air embêté de ce qui se passe, ennuyé de ce qui se passe, mais perfide de joie, l'oxymore ici, parce qu'on peut considérer que ces deux termes sont oxymoriques, et la proposition malgré lui ici montre qu'il ne peut pas cacher sa joie et qu'il la démasque contre sa volonté. Donc là où Néron était un très bon acteur, Narcisse, lui, est beaucoup plus mauvais. Enfin, la conclusion de Burrus, c'est que il n'a pas... alors, pour moi, dû l'empereur punir ma hardiesse. La hardiesse, c'est le courage, et finalement, Burrus n'a pas été très courageux. Il s'est contenté de fuir. D'une odieuse cour, j'ai traversé la presse, la foule, et j'allais, on a deux verbes d'action, mais ils servent à s'enfuir en fait. J'allais, accablé de cet assassinat, pleurer Britannicus, César et tout l'État. Et c'est vraiment le dernier vers qui est important, puisque on a les conséquences de toute la folie de Néron. Certes, il y a la mort de Britannicus, mais pourquoi César et tout l'État ? César, c'est l'avenir de Néron, qui en tant qu'empereur est terminé. Il sera un tyran, et il finira comme les tyrans, et Burrus le sait. Mais on a aussi tout l'État, parce que ça ne s'arrêtera pas, ça ne s'arrêtera plus. Quand le mal est déclenché, il ne s'arrête plus, et ni Néron, ni l'Empire ne sortiront indemnes, et le mal grandira. Ce que vient de faire Néron, en fait, annonce le chaos pour lui et pour l'Empire, et Burrus le sait. Les règles strictes du théâtre au XVIIe ne permettaient pas à Racine de montrer l'assassinat de Britannicus sur la scène. Il aurait bafoué la règle
de la bienséance. Mais il parvient néanmoins à la rendre extrêmement vivante par les divers moyens que nous avons étudiés, et particulièrement par l'hypotypose. Mais il ne s'arrête pas là. Il fait de Néron un acteur, et donc la scène, ici, devient une sorte de mise en abîme, un théâtre dans le théâtre. Ce qui ne lui enlève pas sa valeur morale d'ailleurs, parce que le spectateur sait que la mort de Britannicus conduit inéluctablement Néron vers son destin tragique. Le récit pathétique que Burrus fait de la mort de Britannicus, à partir de laquelle le destin de Néron va basculer, est de nature justement à susciter terreur et pitié chez les spectateurs. Or, c'est bien la visée du théâtre classique, cette catharsis que la tragédie classique permet, qui doit purger le spectateur des passions. Enfin, la tirade de Burrus, dans cette scène 5 de l'acte 5, par la force de l'hypotypose, nous fait bien assister à la naissance en acte du monstrueux et cynique Néron.